Bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par le CSTB Édition et Formation, consacré aujourd'hui à l'organisation des règles de construction. Je vais commencer par quelques petits rappels techniques. Alors, donc ce webinaire est prévu, la durée est prévue pour 45 minutes. Vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité de poser des questions via le pavé questions, justement. Il y aura un temps questions-réponses en fin de webinaire. La présentation vous sera envoyée par mail, ainsi que le lien vers le replay de la vidéo. Voilà, au programme aujourd'hui, nous vous proposons donc, notre expert va vous dresser un panorama du référentiel technico-réglementaire de la construction. Par la suite, nous vous présenterons les solutions métiers, édition et formation rapidement proposées par le CSTB. Et nous finirons ce webinaire par un temps donc de questions-réponses. Nous essaierons de répondre au maximum de questions en fonction du temps qui nous restera à la fin du webinaire. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, nous sommes 3 personnes. Donc moi-même, Cécile Mandibourg, éditrice, chef de produit aux éditions. Je suis accompagnée de Jérémy de Oliveira, chef de division adjoint CSTB Formation. Et notre expert à qui je vais passer la parole très bientôt, qui est directeur de projet normalisation et marquage CE à la direction technique du CSTB référent Outre-mer. Donc c'est Yannick qui va principalement intervenir sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Yannick, je vais vous passer la parole. Oui, merci beaucoup Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous présenter l'organisation du corpus technico-réglementaire dans notre secteur de la construction. Et pour cela, je vous propose d'adopter un schéma de type pyramidal. Alors, pourquoi? Parce que plus on va aller vers le bas, finalement, plus il y a de dispositions et plus il y a de documents. Alors, je représente la structure documentaire sous la forme de 4 strates que l'on détaillera bien entendu dans les minutes qui vont suivre. Tout d'abord, la réglementation qui expose l'ensemble des dispositions légales et réglementaires de construction des bâtiments. Ensuite, les règles techniques qui sont les dispositions professionnelles et consensuelles de bonnes pratiques. Ensuite, les évaluations techniques qui sont les éléments de démonstration soit de la satisfaction de la réglementation, soit de l'aptitude, de la performance ou de la qualité d'un procédé ou d'un produit. Et nous verrons cela un petit peu plus tard. Et puis ensuite, les documents propres à la réalisation de l'ouvrage, avec notamment le contrat de construction et les documents associés, donc qui sont toutes les pièces écrites et les pièces graphiques qui sont associées à chacun des projets. Alors, je ne traiterai pas aujourd'hui de cette dernière partie parce que c'est la partie qui est propre à chaque projet et qui incombe à tous les acteurs. Aujourd'hui, nous allons donc faire un focus sur les 3 premiers niveaux, donc la réglementation, les règles techniques et les évaluations techniques. Alors, je vous propose de regarder un petit peu plus en détail le premier niveau, la réglementation. Merci Cécile. Donc, la réglementation, l'objectif principal, c'est d'assurer la protection de tous, que ce soit les usagers des bâtiments, les consommateurs, les entreprises ou acteurs que vous êtes dans le cadre de vos activités. Comment traiter donc de ce sujet? J'avais envie de commencer par distinguer ce qui est du niveau européen de ce qui est ensuite du niveau français. Au niveau européen, le niveau le plus important, ce sont les traités européens. Ces traités, sont des grands accords qui sont passés entre les différents pays et l'Europe et permettent derrière d'aboutir vers des réglementations européennes. Les réglementations européennes, ce sont donc des dispositions légales qui vont s'appliquer à tous
au niveau des aussi bien citoyens que acteurs européens. Donc, c'est le droit européen, directement donc réglementaire. On entend souvent aussi parler des directives européennes. Et là, je voudrais faire un petit focus particulier parce qu'une directive européenne n'est pas directement un élément de droit. Elle devient un élément de droit quand elle est transposée dans la réglementation nationale. Et en général, en France, les directives européennes font l'objet d'une transposition à travers des décrets. Alors, l'ensemble des réglementations nationales, bien entendu, doivent être en conformité avec les réglementations européennes. Et il y a un jeu d'aller-retour. Et quand des réglementations européennes sont adoptées, les réglementations nationales sont, elles, adaptées. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, l'amiante, par exemple, est traitée au niveau de la réglementation européenne et ensuite, il y a des compléments, bien entendu, au niveau de notre réglementation nationale. Ensuite, si je regarde plus en détail la structuration de la réglementation française, on va distinguer plusieurs niveaux. Tout d'abord, la loi. La loi cadre les grands principes de notre réglementation et elle est souvent précisée. Les modalités de mise en œuvre d'une loi sont souvent indiquées dans des décrets. Lesquels décrets peuvent être complétés pour tout ce qui est disposition pratique d'application par des arrêtés. Alors, ce qui est souvent intéressant, c'est de se dire quand on est en train de regarder une disposition qui figure dans un arrêté, c'est souvent de remonter également, voir ce qui est établi dans les décrets et dans les lois. Attention également aux réglementations qui, elles, sont d'un niveau local, que ce soit au niveau départemental ou au niveau communal, qui intègrent des dispositions d'ordre sanitaire ou bien d'ordre d'environnement ou de santé publique. Par exemple, un classement de voix au point de vue nuisance acoustique est souvent une disposition qui est au niveau communal. Donc, on voit bien là qu'en fonction, l'idée, c'est de pouvoir coller au plus près des risques et de prendre les dispositions qui sont effectivement les plus adaptées à ce risque. Petite parenthèse sur la notion de code, dont certains d'entre vous peuvent avoir entendu parler ou peut-être sont déjà familiers avec. Un code regroupe toutes les dispositions structurantes d'un domaine, toutes les dispositions réglementaires structurantes d'un domaine. Alors, il y a plusieurs codes, dans notre cas, probablement les plus importants, le code de la construction et de l'habitation, qui a été récemment refondu, mais aussi le code des assurances, le code de la commande publique, le code de la consommation, etc., etc. Donc, ces codes vont regrouper les dispositions réglementaires structurantes qui figurent par ailleurs dans les lois, les décrets et les arrêtés des domaines concernés. Ce que je vous propose, Cécile, c'est qu'on passe peut-être au niveau du dessous, s'il vous plaît. Les règles techniques. Donc, au niveau des règles techniques, les principales règles sont des normes et des normes DTU, donc documents techniques unifiés. Ces règles, normes et DTU intégrant les Eurocodes. Donc là, on est avec des dispositions qui sont des dispositions d'ordre volontaire. Leur usage résulte normalement de la libre volonté des parties lors de la contractualisation. Par contre, petite parenthèse, et c'est souvent d'ailleurs une source de confusion, certaines normes peuvent être appelées par des réglementations. Donc, à ce moment-là, on parlera soit de normes de présomption de conformité, soit de normes d'application obligatoire. Mais j'insiste, majoritairement, les normes et les DTU sont d'application volontaire et donc à la diligence des parties. Donc, les normes vont porter aussi bien sur les ouvrages, comment réaliser les ouvrages. Là, on est plutôt avec la notion de DTU. Ça sont des normes de produits, mais on va trouver aussi des normes d'essai, etc., etc.
Ce sont les règles de conception donc, et de mise en œuvre des ouvrages ou de spécification des ouvrages ou de spécification des produits principalement. Elles peuvent être européennes et elles sont même d'ailleurs aujourd'hui majoritairement européennes. Elles peuvent être nationales, internationales. Ensuite, parmi ces normes et ces règles, nous trouvons donc des recommandations professionnelles RAGE et nous trouvons également donc des règles professionnelles. Ce sont des textes qui, eux, représentent le consensus un petit peu moins largement établi entre les acteurs que quand on est avec des normes ou des DT. Est-ce qu'on peut peut-être passer au niveau maintenant des évaluations techniques? Alors, dans l'ordre, je mets d'abord les CPT, les cahiers des prescriptions techniques, en tête de ce triangle, parce que ce sont les dispositions communes à tous les avis techniques qui sont regroupés dans ces CPT. Et à terme, donc, ces CPT vont servir de base pour établir notamment les normes DTU, lorsque la famille de produits commencera à évoluer vers le traditionnel. Ensuite, on trouve des appréciations techniques de transition qui sont là, elles, pour pallier l'espace de temps entre la sortie de la famille du domaine de l'avis technique et son intégration complète dans le corpus des textes avec des normes DTU permettant à tous les acteurs de travailler autour de ces documents. Ensuite, on va trouver les avis techniques qui sont les évaluations des procédés et matériaux de construction innovants et qui sont là des documents qui traitent de sujets plus particuliers et plus privés, mais qui sont applicables par tous, sont généralement prescrits par les assureurs qui, dans leurs conditions particulières de contrat d'assurance, indiquent que souvent les entreprises sont couvertes pour les travaux normalisés et pour les travaux qui peuvent être couverts par des avis techniques. Je me permets de faire une parenthèse en insistant auprès de tous les acteurs sur le fait que ce qui est important, ce n'est pas simplement d'avoir l'avis technique, mais de consulter l'avis technique et de regarder les dispositions qui figurent dans l'avis technique, car ce sont les dispositions pour la réalisation de construction dans de bonnes conditions. Et il convient que ces dispositions soient bien mises en œuvre par l'ensemble des acteurs. Ensuite, on trouve également, en allant toujours dans le sens vers le plus particulier, des appréciations techniques d'expérimentation qui vont permettre d'accompagner l'innovation sur des toutes premières expérimentations, qui vont servir à conforter l'approche retenue par les acteurs porteurs de l'innovation et qui, une fois que l'expérimentation aura été menée, permettra d'avoir de l'expérience pour pouvoir évoluer vers de l'avis technique. Et puis ensuite, au niveau des évaluations techniques, nous avons un très, très grand nombre d'évaluations. Alors, je pense à des certifications qui sont avant tout d'ordre volontaire. On va trouver des certifications qui peuvent être sur des produits, sur des ouvrages, sur des compétences, etc., etc. Vous avez des rapports d'essai, vous avez des marquages CE avec des déclarations de performance faites sur la base des déclarations de performance faites par les fabricants. Vous avez en termes d'évaluation également des diagnostics, vous avez des évaluations dans le domaine de l'environnement de type EcoScale, par exemple. Et donc, vous avez tout un ensemble d'évaluations techniques qui vont permettre aux acteurs d'avoir des données, des informations techniques précises pour pouvoir réaliser leurs ouvrages dans une logique de confiance collective et de qualité. Alors, si on fait, pour essayer d'avoir un petit peu une vision synthétique de l'ensemble de tous ces textes qui sont structurés et organisés avec en priorité donc les dispositions qui doivent être appliquées par tous, nul n'est censé les ignorer, loi, décret, arrêté, donc toute la réglementation, y compris les réglementations locales. Ensuite, l'ensemble des règles techniques, normes, normes DTU, Eurocode, normes d'ouvrage, normes de produits, normes d'essai, etc., etc., qui peuvent être aussi bien européennes et principalement européennes, internationales ou françaises, certaines normes très ponctuellement pouvant être des normes de présomption de conformité ou d'application obligatoire lorsqu'elles sont appelées par les réglementations.
mais les normes, je le redis et j'insiste, étant principalement à la disposition des acteurs et donc nécessaire d'être prescrites dans le cas des contrats. Elles sont d'application volontaire. Ensuite, les recommandations professionnelles RAGE, les recommandations professionnelles, et puis ensuite, l'interface avec l'ensemble des documents d'évaluation technique qui, eux, sont tout à fait particuliers, propres à des produits, des ouvrages ou des techniques. Nous avons autour du domaine de l'avis technique, les cahiers des prescriptions techniques, les CPT, qui regroupent l'ensemble des dispositions communes à toute une famille d'avis techniques et qui servira de levier pour la préparation ultérieure des normes DTU. Voilà, écoutez, moi je suis en fin de cette session à votre disposition pour les questions que vous aurez adressées à travers le chat. Merci beaucoup Yannick pour cette présentation. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas sur le pavé questions. Nous y répondrons si nous le pouvons, en tout cas à la fin. Pour ma part, je vais vous parler rapidement du REF, mais je vais commencer par vous montrer en fait un exemple qui fait un peu le lien entre ce que vient d'expliquer Yannick Lemoigne et puis le type de document que vous pouvez trouver dans le produit, le service que je vais vous présenter après. Voilà, j'ai pris l'exemple des garde-corps, de toutes les règles qui encadrent en fait les garde-corps. Dans le REF, vous allez trouver exactement les mêmes types de règles exposées avant par Yannick. Nous avons par exemple du législatif avec la circulaire du 13 décembre 1982. Nous avons du technique avec des CPT et des guidrages. Nous avons du normatif avec la NFP 01013 et la NFP 01012. Vous retrouvez ces normes. Et ensuite, vous avez de l'informatique, avec des guides, la bibliothèque, des guides édités par le CSTB et d'autres partenaires qui complètent les textes plus officiels. C'est pour vous montrer les exemples de textes que vous pourriez trouver. Donc, je vous parle du REF 5 minutes, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ce produit qui fait référence dans la construction depuis plus de 30 ans. Le REF, c'est une base de données documentaire qui est complète et surtout mise à jour en continu, donc qui permet d'être toujours à jour dans son référentiel. Qu'est-ce qu'il y a dans le REF? Il y a énormément de documents. Vous avez 5600 références en vigueur, dont plus de 4300 en texte intégral et 1900 normes. Alors, ce qui est important de savoir, c'est vraiment tous les types de documents qui sont exposés ici, tous les textes législatifs et réglementaires, 110 DTU, alors c'est sur la mise en œuvre en texte intégral, 1900 normes en texte intégral qui concernent principalement des normes de mise en œuvre, mais il y a quelques normes produits. Tous les Eurocodes, les CPT, les réglementations thermiques, les guidrages, pactes, profils, les règles professionnelles acceptées par la C2P et d'autres guides techniques, notamment des publications de partenaires, la QC, l'IRIS-ST et OPDTP. En fonction des gammes du REF, vous avez aussi accès à toute la bibliothèque des guides édités par le CSTB, ce qui représente 117 guides. Et pour la version REF Archive, vous avez aussi Premium, vous avez accès à toutes les archives qui vous permettent d'avoir accès à tous les textes référents au moment de la construction du bâtiment, en fonction de sa date. Donc, je ne vais pas vous exposer les différentes gammes. Je vous invite, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, à aller sur la boutique en ligne ou à contacter notre équipe commerciale. Les contacts s'affichent sur votre écran. Sachez qu'en tant que participant à ce webinaire, vous avez une remise jusqu'au 31 mai de 20% sur la gamme REF. Donc, je vous invite à noter le code si jamais vous êtes intéressé, qui sera applicable donc, sur votre commande.
Sachez aussi qu'il y a des webinaires régulièrement de démonstration du produit. Voilà, des webinaires auxquels vous pouvez également assister gratuitement pour faire connaissance avec la gamme REF. Voilà. Jérémy, je te passe la parole pour nous exposer les formations en rapport avec le sujet. Merci. Donc, le CSTB, c'est aussi les formations au-delà des activités de recherche et d'évaluation à travers la marque CSTB Formation. Donc, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, justement, sur les aspects réglementaires, le CSTB Formation propose une gamme de formations liées à la réglementation, donc différents types de réglementation. La réglementation actuellement qui est du coup la plus nouvelle, qui est la RE 2020, la réglementation environnementale 2020 qui porte sur les aspects énergétiques et carbone des bâtiments neufs, où on va avoir plusieurs formations en fonction de la typologie de public. Est-ce que vous êtes plutôt un bureau d'études qui va être amené à faire des calculs réglementaires? Est-ce que vous êtes plutôt une maîtrise d'ouvrage qui va devoir faire des choix techniques justement pour respecter les normes? On va avoir des formations sur la réglementation incendie, pareil, en fonction de la typologie de bâtiment, soit sur les ERP, soit sur les logements. On va avoir des formations sur la réglementation accessibilité, sous le même principe. Et on va avoir des formations plus liées à la norme sur la réglementation existante avec le décret tertiaire et la formation réglementation technique et normes dans le bâtiment qui est animée par Yannick Lemoigne et justement qui permet d'aller plus loin que ce qui a été vu aujourd'hui rapidement, qui permettait d'avoir quelques éléments et il y a énormément d'autres choses à voir. Ces formations peuvent être administrées selon différents formats. On a le format classique avec les formations en salle, sur des formats généralement entre 1 et 2 jours. Et on a d'autres types de formats avec la classe virtuelle, le e-learning ou le blended learning. Le blended learning qui va être l'association entre un module e-learning et une session après en présentiel. L'intégralité de nos formations sont possibles soit en inter-entreprise, généralement on va avoir plusieurs participants de différentes entreprises qui vont se réunir dans une salle, soit en intra-entreprise pour les clients qui ont un groupe chez eux avec des besoins communs. Et dans ce cas-là, c'est le formateur qui va se déplacer au sein de l'entreprise. On peut aussi faire des formations sur mesure s'il y a des parties à ajouter ou à défaire, justement des programmes. Vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes de formation sur le site du CSTB Formation avec les tarifs, les dates, les lieux et vous pouvez procéder directement à l'inscription sur le site également. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, voilà, vous avez les différentes zones d'information avec le site CSTB Formation et un certain nombre de contenus pédagogiques aussi qui sont régulièrement postés sur la chaîne YouTube avec l'intégralité des replays des anciens webinaires qui ont eu lieu. On a aussi des interviews et on va avoir des focus pédagogiques sur des points précis qu'on appelle les 30 secondes. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube et à vous abonner pour faire augmenter le nombre d'abonnés et ainsi pouvoir mettre en visibilité la chaîne plus fortement. Donc voilà, sur la partie formation, on traite aussi d'autres sujets que la réglementation. Je vous inviterai à découvrir ce que l'on peut faire sur le BIM, sur la transition écologique, sur l'économie circulaire. Donc, plein de sujets actuellement avec énormément de besoins sur la montée en compétences de la filière. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Et je vais repasser du coup la main à Cécile et à vous les participants pour la partie questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone faite pour cela. Alors, pour l'instant, sauf erreur de ma part, Jérémy, tu me contrediras si je ne... Donc, on voit deux petites questions pour le moment. On va peut-être récupérer Yannick en même temps. Donc, première question, pourquoi l'application des DTU, qui sont des normes, ne... Attendez, je ne sais pas assez grand. Je n'ai pas la fin de la question. Donc, pourquoi l'application des DTU, qui sont des normes, n'est-elle pas rendue obligatoire? Alors, les DTU, ce sont donc effectivement, à leur statut, ils ont le statut de normes, et ce sont des dispositions constructives type, et donc ils relèvent de la volonté des acteurs. Vous restez libre de pouvoir construire sans respecter les règles qui sont préconisées dans des DTU, parce que vous réalisez un ouvrage particulier, exceptionnel peut-être, innovant, et donc vous serez hors du cadre du DTU. Donc le DTU n'est pas d'application obligatoire, ça relève de la volonté des parties.
Et donc, par contre, c'est un élément de référence extrêmement important pour la contractualisation avec l'assureur, pour l'établissement du contrat d'assurance, parce qu'il définit, il cadre les travaux types que l'entreprise maîtrise couramment et pour laquelle elle peut effectivement, en général, être assurée. Par contre, dès lors que l'entreprise sort du cadre de construction, voilà, avec les règles et dispositions techniques qui sont définies dans le DTU ou en général, hein, les assureurs intègrent aussi les avis techniques, eh bien, il convient de retourner voir son assureur pour voir les conditions particulières du contrat d'assurance qu'il pourra établir. Donc, ce sont des dispositions volontaires, convenues entre les parties, entre les professionnels. Merci. Oui, je vois aussi, il y a deux questions un peu sur le même thème. Quand vous dites que les normes sont d'application volontaire, est-ce que vous sous-entendez qu'on puisse y déroger? Une question. Alors, bon, le temps étant compté, voilà, la réponse va être ciblée. Mais oui, il est tout à fait possible de déroger à des normes dès lors que vous voulez réaliser un ouvrage particulier, que vous constatez que la norme eh bien, ne convient pas pour ce que vous voulez réaliser. Après, il faudra cadrer, c'est-à-dire qu'il faudra évaluer le risque. Il y a des procédures telles que l'ATEX ou l'avis technique qui sont là pour aborder les procédés de construction qui sont innovants et qui donc ne sont pas concernés en général par le cadre des normes DTU. Vous pouvez, alors je ne l'ai pas évoqué parce que je disais au contraire que la réglementation, il faut la respecter, mais vous pouvez également déroger à certaines règles de la réglementation, hein, c'est prévu par la réglementation ESSOC, et donc dans ce cas-là, par contre, vous devrez pouvoir démontrer que vous atteindrez bien les objectifs qui ont été finis par les réglementations. Et donc, la dérogation est possible, mais de manière tout à fait cadrée. Et il sera important de faire démonstration de l'atteinte présumée de l'objectif que s'est défini la réglementation elle-même. Autre question. Du coup, en tant que maître d'œuvre, comment savoir les normes à respecter dans un aménagement d'un bâtiment existant? J'ai un premier élément de réponse qui serait la formation. Je prêche pour ma paroisse, donc n'hésitez pas à vous former dans un premier temps pour justement avoir cette connaissance des normes à respecter. Je vais laisser voir Yannick s'il a d'autres éléments de réponse à nous apporter. Oui, alors les normes sont nombreuses, donc effectivement, il faut avoir une connaissance d'abord générale en tant que maître d'œuvre sur l'ensemble des corps d'État, ou si vous êtes voilà, dans une activité plus ciblée, connaître effectivement les normes de votre domaine. Mais effectivement, c'est vous, en tant que maître d'œuvre, qui cadrez avec le besoin que vous a défini le maître d'ouvrage, qui allez cadrer les règles techniques qui vont s'appliquer à toutes les parties qui seront ensuite chargées contractuellement de réaliser l'ouvrage en question. Donc, si vous avez des dispositions dans les normes et les normes DTU qui vous conviennent, eh bien, vous pouvez les retenir et les prescrire. Le but de ces documents, c'est bien de définir un cadre qui est normalement connu par tous les professionnels et donc de savoir de quoi nous parlons tous ensemble en bonne connaissance de cause. Donc, elle facilite l'expression des contrats. Voilà, faire référence à des normes DTU, c'est se faciliter l'expression des clauses contractuelles, des clauses du marché. Et rien ne vous empêche, je le redis, de pouvoir y déroger ou de pouvoir avoir d'autres clauses parce que vous réalisez un ouvrage particulier. Moi, je vois aussi une autre question encore sur l'idée de normes, la différence entre conformité et obligatoire. Les normes en conformité et les normes obligatoires, pouvez-vous préciser ces notions, s'il vous plaît? Oui, alors ça, c'est la réglementation qui, dans l'expression de l'exigence qu'elle aura,
eh bien, cadre s'il s'agit d'une norme de présomption de conformité ou une norme d'application obligatoire. Hein. Si on vous dit pour respecter telle clause, eh bien, vous devez faire référence à telle norme, eh bien là, on sera dans une norme d'application obligatoire. Voilà, c'est vraiment en fonction de l'expression qui est réalisée, de la disposition qui est réalisée dans la réglementation, que l'on peut voir s'il s'agit d'une norme de présomption de conformité ou d'application obligatoire. Donc, la norme de présomption de conformité, ça signifie que vous pouvez effectivement répondre à la réglementation en s'appuyant sur la norme en question, mais vous avez aussi la possibilité d'apporter un autre élément de preuve. À vous de faire la démonstration que l'exigence de la réglementation sera satisfaite. Nous allons prendre, en tout cas, au niveau des normes, une dernière question. Pourriez-vous exposer la norme homologuée NF-EN, s'il vous plaît? Alors oui, je disais tout à l'heure dans le propos général que l'ensemble des normes étaient maintenant majoritairement de niveau européen, et donc nous sommes avec une norme NF-EN lorsqu'il s'agit donc d'une norme européenne qui a été réintégrée dans le dispositif de normalisation français. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'elle a l'acronyme NF-EN, et puis après le petit numéro et en général son année d'édition. Et si la norme est également internationale, eh bien vous serez avec une norme ISO EN, qui signifie que la norme internationale a été reprise dans le système européen, et ensuite NF pour dire qu'elle est reprise au niveau national. Donc ce sera une norme ISO EN-NF. Très bien, merci Yannick. Jérémy, je ne sais pas si je vais prendre la question sur les programmes de formation. Donc, la question c'était, avez-vous des programmes de formation sur les principes de l'architecture dans ces grands domaines que sont la thermique, la qualité de l'air, l'ensoleillement, la structure? Donc, au niveau du CSTB formation, on va avoir des formations spécifiques vraiment dédiées par thématique, donc sur la qualité de l'air, sur la thermique, par exemple sur le confort d'été, on va avoir des éléments sur tout ce qui va être les calculs de dimensionnement avec les eurocodes. Par contre, on ne va pas avoir de programme à proposer. N'hésitez pas à aller voir sur notre site dans la partie qualité de vie pour tout ce qui va traiter justement de la qualité de l'air, la qualité de l'eau et le confort d'été. Merci. Je vois qu'il y a des questions, quelques questions vraiment très spécifiques sur des domaines particuliers. Nous ne sommes pas en mesure d'y répondre dans l'immédiat. Nous essaierons de vous orienter après le webinaire vers des experts plus à même de répondre à ce genre de questions. On peut avoir une question plus généraliste au niveau des DTU, comment le travail d'uniformisation est fait au niveau justement des normes DTU? Comment sont conçues justement les normes DTU, si on peut avoir quelques petits éléments contextuels. Oui, alors la normalisation de façon générale et en particulier les normes DTU, c'est un travail de concertation entre les acteurs. Donc le bureau de normalisation qui est en charge du travail, eh bien, va regrouper les acteurs du domaine concerné, et les acteurs dialoguent, échangent, débattent pour arriver in fine à un consensus qui est la norme DTU. Donc, évidemment, les acteurs principaux, mais c'est toujours délicat parce que je risque d'en oublier, on trouvera les concepteurs, donc les architectes, les bureaux d'études, après on trouvera les entreprises, bien entendu, on trouvera les fabricants puisque en général, voilà, ça traite aussi de la dimension produit. Donc, voilà, des bureaux de contrôle, bien entendu. Et donc, ce sont l'ensemble des acteurs qui travaillent de manière concertée à la rédaction des normes DTU. Et d'ailleurs, j'invite chacun des participants à ce webinaire voilà, à s'y impliquer, peut-être à travers sa fédération professionnelle ou son syndicat professionnel, parce que ce ne sont pas toujours des entreprises en nom propre ou des acteurs en nom propre qui participent, hein. Ce sont souvent
des syndicats professionnels ou des organisations professionnelles qui participent à tous ces travaux de normalisation, y compris donc de normalisation des TU. Merci Yannick. J'ai une dernière question qui peut être intéressante pour tout le monde, je pense. Quelle date fait foi pour l'application d'un nouveau texte ou d'un texte modifié? Tu peux répéter quelle date? Quelle est la date d'application d'un texte, d'un nouveau texte ou d'un texte modifié? En général, c'est indiqué dans le texte, il me semble. Exactement. En général, c'est indiqué dans le texte. Il y a une clause particulière du texte qui dit, eh bien, sera mis en œuvre à telle date. Ou à l'inverse, il est dit, voilà, telle disposition de la réglementation sera précisée par un arrêté. Et donc, tant que l'arrêté n'est pas pris, eh bien, la disposition, voilà, on ne la connaît pas. Et donc, il faut attendre que l'arrêté lui-même soit pris. Donc, soit la date est clairement établie dans le document lui-même, soit le document renvoie vers un autre texte. Je pense notamment à la réglementation. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il faudra attendre que le texte qui précise la disposition soit lui-même adopté pour que cette partie-là de la réglementation puisse être appliquée. Mais en général, il y a toujours des périodes de transition. Enfin, si c'était l'idée de la personne qui a posé cette question, voilà, quand les textes sont adoptés, que ce soit des réglementations ou des textes techniques, eh bien, il est prévu une période de transition pour permettre aux acteurs, eh bien, de pouvoir s'adapter, se préparer aux nouvelles dispositions, qu'elles soient donc réglementaires ou techniques. Merci beaucoup. Je pense que nous avons répondu à l'essentiel des questions. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous et rendez-vous pour un prochain webinaire édition formation. À très bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Bonne journée.